Je suis née sous une petite table. Je m'étais cachée là parce que la porte d'entrée avait claqué. C'était que l'oncle rentrait. L'oncle avait dit « Renvoie-la à sa mère. Ne vois-tu pas qu'elle meurt chez nous ?» Aucune ambiance autour de moi, pas même de visage, seulement cette voix. Mère, meurt, aucun sens, mais renvoie-la, oui, renvoie-la voulait dire, mais là dehors. Renvoie-la voulait dire me mettre à la porte et la refermer. Bien que protégée par le tapis de table dont les franges effleuraient le sol, j'écoutais très attentivement, des fois qu'il viendrait me chercher pour me mettre à la porte. J'étais assise sur les briquettes du sol. Des miettes durcies s'enfonçaient dans ma peau, comme de petits cailloux. Ce premier petit bout de monde emmagasiné dans ma mémoire, je le vois. Comme maintenant, je vois ma main qui écrit. Les briquettes rectangulaires, couleur croûte de pain, l'une couchée à plat, l'autre sur champ. Elle faisait un tissage en chevron. Comme plafond, le dessous de la table avec ses traverses de bois. Les 4 pieds unis par des barreaux sur lesquels les gens posaient leurs pieds, plus usés au milieu. Tout cet échafaudage drapé du lourd manteau du tapis de table. Que des couleurs nocturnes entretissées de fils d'or. Feuilles noires, fleurs à l'apparence de couleur morte, maisons pointues brodées d'or. Dans la partie foncée la moins sombre, apparaissaient des têtes de maures et des yeux étincelants. Le premier fait historique de ma vie, entrelacement de peur et d'émerveillement, eut lieu sous cette table. La cause de tout, un prêtre. Comment aurait-il pu savoir, lui, que les enfants saisissent plus que les grands ne le supposent? Même ceux qui, leurs enfants, les ont faits, ne le savent pas. Pour les gens bien, c'était Don Domenico. Pour le commun, c'était Don Domme. Ma tante disait encore Menghino, terme venu d'ailleurs, en train de mourir, alors que déjà naissait l'autre, Domme. Ma tante faisait tout comme une dame. Elle se mêlait au peuple uniquement pour appeler son frère. Lui, non, il ne coupait pas les prénoms, il disait Paolina. Lui, il parlait précis comme un dictionnaire. Mais ce qui arrivait à lui, arrivait à elle. Une catégorie de gens disait Madame Paoli, une autre Madame Paolina. Nous ne sommes jamais commencés. Personne ne trouvera le python auquel s'accroche le premier anneau de la chaîne. Sans le chercher, c'est l'enfant Jésus qui le trouva. Et dès sa naissance, il a déjà l'air de tout voir, de tout savoir. Lui, c'était un enfant qui pouvait bénir les vieillards. Nous commençons à être avec le premier souvenir que nous rangeons dans notre magasin. Le lieu où l'on eut les premières alertes de la vie devient nous-mêmes. Treia fut mon espace, le panorama qui l'entoure, ma vision. Terre du cœur et du rêve. Et pourtant, grandissant là-dedans, son nom me paraissait celui d'une vieille. J'en avais honte, comme j'avais honte de ma tante qui me semblait elle aussi ridicule et vieille.
Entre nous deux, manquait une maman pour servir de marche. Il est clair que cette honte était attachement. On n'a pas honte de qui ne nous appartient pas, ou de nous, ou de qui nous aimons. Moi, je n'appartenais pas à Treya. Treya appartenait à moi. Elle ne m'avait pas appelée, elle n'appréciait pas ma présence dans ses rues, ses églises, et je le voyais très bien. Et cela aussi m'appartenait. Elle ne m'absorba pas, comme le corps n'absorbe pas l'épine qui s'y est enfoncée. Il y eut un processus de rejet entre le village et moi. La seule qui ne me rejeta pas fut Madame Antonietta, phénomène de générosité hilare, mais elle n'était pas de là. J'y restais peu de temps, l'enfance, l'âge des caresses. Elle ne m'en fit pas, je ne lui appartenais pas, elle appartenait à moi. Et à mon insu, je l'emmenais avec moi. Dans la longue et monotone parenthèse stéréotypée du pensionnat, le nom de Treya apparaissait sur le courrier à l'arrivée. Pour tout le reste, il avait disparu, remplacé par le nom du pensionnat. Mais au sortir du pensionnat, j'explosais à Rome. Et là, d'un seul coup, quand dans un labyrinthe de la vieille ville, je lus « Place de l'Orme de Treya », alors ressortit toute la tendresse envoûtante de ce village que j'avais emporté en moi sans le savoir. Ce fut la première de bien des épiphanies. Rome et Treya ont en commun le mystère de leur nom. Rome, nom masque, celui qui cachait le vrai. Comme nous ne saurons jamais quel fut ce nom, de même nous ne saurons jamais quelle humaine hagard ou masquée donna son nom à Treya. Il n'y a pas d'étymologie précise. Quelque chose se perçoit à travers un voile flottant, puis disparaît. C'est d'un mystère irrécupérable que naît Treya, dont les lettres furent plus ou moins toujours celles de la terre. Je l'appellerai village, mais elle est ville. Un pape lui rendit cette dignité civique. Lui, il y gagna un monument planant dans les airs. Son portrait de bronze en buste, le reste, pierre, élan, lumière. Il s'élance dans l'espace comme un gigantesque ostensoir et, comme fond, il ne pourra jamais avoir que le ciel. Dans ces armoiries, la ville était représentée par 3 montagnettes posées l'une contre l'autre, comme pour exprimer l'unité dans la Trinité. 2 fleurs s'élevaient entre elles, lys ou coquelicots. Je les vis dans des postures différentes, pudiques ou effrontées. Mais les 3 bosses soutenant le village, je ne les remarquais jamais. Sur la crête étroite et longue qui commençait au septentrion, une très ancienne porte. De vieilles maisons remontaient abruptement jusqu'au parvis du palais épiscopal. De là, avec de belles bâtisses, une large rue. Elle remontait pas vraiment abrupte, mais certes en forte pente. Elle remontait jusqu'à s'aplanir en débouchant sur la place de la mairie. Elle se rouvrait dans la placette du théâtre. Un salon. Elle se resserrait, se ramifiait dans l'espace irrégulier fantastique de la rotonde, puis plongeait à droite. À gauche, par une courte descente et une courte remontée en ligne quasiment droite, elle aboutissait à l'immense espace de l'hôpital. Une gigantesque place d'air, de lumière, de vide. Par là,
on entrait dans quelque chose qui n'était pas des rues ni même des ruelles. C'était des passages, des escarpements, des fossés, au milieu d'un empilement de sombres maisonnettes. C'était la mystérieuse Oyolina qui s'achevait en un évasement sans forme et où, en plus d'un escalier interminable pour monter vers un couvent qui, là, semblait une montagne, il y avait un peu de tout. Montée, descente, masure en maisonnette, 2 églises, 2 sacristies, un puits et aucune échoppe. De cet en bas, où le dôme s'enfonçait de tout son poids, la crête remontait toujours vers le sud. À la sortie de Yolina, après cet évasement biscornu, elle pointait vers l'extrême hardi, merveilleux cabrement du rocher qui, brisant d'un seul coup le village, tendait au ciel sa puissante tour de Saint-Marc. À l'extérieur, il y avait un espace herbeux sous la tour, une proue d'où l'on pouvait voir les lointains. Entre la tour et cet espace herbeux, les murailles se rejoignaient. On disait comme ça, mais ce n'était pas des murailles, c'était une route blanche qui, en le contournant, contenait le village. Les murailles du Ponant et celles du Levant, sur lesquelles donnaient l'arrière des maisons et les potagers sur les terrasses. De ce côté-ci, une rangée d'arbres, de l'autre, vers l'extérieur, un soutènement fait de poutres équarries placées en pied pour éviter des chutes. En réalité, elle servait pour s'asseoir au soleil. Rambarde, le vrai nom secret de cette palissade. N'importe quelle rambarde était faite pour éviter les chutes, mais elle était là parce qu'il y avait le balcon. Et le balcon était là parce qu'il y avait la vue. Le village, qui dressait sa tête à Saint-Marc, abandonnait au nord sa queue en une descente téméraire. À côté, divisé mais proche, le bourg, un petit amas de maisons qui se trouvait là, parce qu'elle n'aurait pas trouvé place plus haut. Elle se raréfiait jusqu'à devenir campagne, et les Troènes s'insinuaient au milieu des mûriers. Il n'y avait pas d'usine, donc pas d'environnement de hangars, de poteaux, de murs, de terres arides défoncées et caillouteuses. Le village et la campagne respiraient à plein poumon, respiraient avec les mêmes poumons. Les mêmes heures, les mêmes voix, les mêmes bruits. Cloches, grenouilles, forgerons, cigales, grillons, joueurs de mours, chants de femmes, appellent à pleine voix. Et le bruit des moteurs se mêlait aux autres sans les détruire. Cette table, sous laquelle naquit ma conscience, se trouvait au milieu d'une immense salle à manger rectangulaire dans la maison du bénéfice. En tant que prêtre, l'oncle était un bénéficiaire, un mentionnaire. La maison était un usufruit du bénéfice. Mentionnaire, bénéficiaire, ainsi s'appelaient ceux qui touchaient moins et qui prenaient place en bas dans les stalles du cœur. Ceux qui se trouvaient en haut et qui touchaient plus s'appelaient chanoines. Le grand appartement du côté de la rue était de plain-pied. De l'autre, les fenêtres étaient à la hauteur d'un second étage. Au-dessous, il y avait cave, étable et cellier. Au-dessus, un autre étage de la maison, sans rien devant.
Alors on voyait Pitti et la Rocaccia. Et entre eux et nous, tout en bas, au milieu des arbres, blanchoyait la route nouvelle. La grande porte donnait sur une entrée carrée où s'en trouvait un arc et quelques portes. Celle de droite, dès qu'on entrait, dissimulée sous la même teinte que le mur, se refermait sur un escalier laid, sombre, ébréché, qui conduisait au cellier, à la cave, à l'étable. Après l'arc et le vestibule qui suivaient, l'escalier en pierre grise montait à l'étage loué à des gens qui venaient de temps à autre. Pour moi, c'était comme s'il n'avait pas existé, parce que jamais je ne vis aucun d'eux ouvrir ou fermer la grande porte. Celle-ci était tout. Propriété, division, unité, intimité. Et si j'avais vu quelqu'un d'autre l'ouvrir ou la refermer, la maison n'aurait pas été la nôtre. Nous, là-haut, à l'étage, nous n'avions qu'une chambre d'invités où il y avait un miroir. Et lorsque j'ouvrais la porte, on aurait dit qu'une autre moi-même, en face, en ouvrait une autre identique. La porte de cette chambre et celle de l'appartement en location donnaient sur un vaste palier, suspendu, entouré d'une balustrade grise comme les escaliers. Je regardais entre les colonnettes de cette balustrade. 2 hommes apportaient en bas un petit lit, entouré d'une sorte de petite barrière. Ils ralentirent en tournant sur le palier entre les 2 rampes, attentifs à n'érafler ni le mur, ni le lit. Ce lit d'enfant revenait chez lui. Quelqu'un me l'avait prêté, ou plutôt à ma tante. Ma première chambre fut donc celle des invités. En bas, dans l'entrée, face à la grande porte, un peu à gauche, la porte qui donnait sur les 2 pièces de l'oncle, bureau et chambre. Un univers plus varié que l'univers, où il y a tant d'étoiles, mais rien que des étoiles. Pas tout ce qu'il y avait là dans la chambre de l'oncle, de la rose de Jéricho aux cartes du diable. Depuis le vestibule de l'escalier, on entrait dans la salle à manger, où il y avait le bout du sol de ma naissance, la table. La table, ovale et large, les soirs où venaient amis et prêtres pour jouer aux cartes, devenait ovale et longue. Je ne sais pas comment cela se faisait. Je n'ai jamais assisté à la transformation. Au-dessus de la table pendait une grosse lampe à l'éclairage mystérieux, encapuchonnée d'une coupole en porcelaine opaque, pour ne pas disperser la lumière sur le plafond, qui n'en avait pas besoin. Au mur, des tableaux d'oiseaux morts. Je comprenais qu'ils devaient se trouver là parce qu'ils faisaient référence à ce qui nourrit. Mais je n'aimais pas ce tas de plumes en désordre, ce tas d'ailes qui pendaient de têtes renversées, d'yeux éteints. Quand encore je ne regardais pas les oiseaux morts, je courais dans cette grande pièce, les bras levés, et je coupais la route à Eugenia pour qu'elle me prenne dans ses bras. Elle ne me prenait jamais. Elle avait toujours quelque chose à faire, elle était toujours pressée, et elle se débrouillait pour ne pas trébucher sur moi, qui, devant ses pieds, brûlait d'être prise. Elle me prenait parfois, mais seulement pour me déposer de l'autre côté, à un dégagement de la route. Je retrouvais mon attitude dans les images où les âmes du purgatoire tendent leurs bras vers nous pour être arrachées au feu. Mais si Eugenia m'évitait, il y avait Scholastica. Elle ne pouvait pas m'éviter parce qu'elle était toujours assise.
Je me rappelle son visage rouge, rond, gras, et son giron, la chaleur qui en venait. Poitrine et ventre faisaient une masse en pente d'où ses genoux dépassaient le peu qu'il me fallait pour y appuyer mes bras. Et je n'attendais d'elle que des chantes fables. Elle me les faisait désirer. « Dis, dis, dis !» Elle s'apprêtait à commencer. J'appuyais aussitôt mes bras sur ses genoux. Il était une fois un crochet qui me soulevait et qui me déposait dans un monde d'enchantement et de sortilège. Son gros visage coloré, marqué de sillons épais, se penchait sur moi quand elle parlait. Et sur ses lèvres humides affleuraient et disparaissaient sourire et peur, joie, indignation et béatitude. Je la vois comme si elle était là et qu'elle parlait. Je vois son corsage sombre boutonné au milieu, je vois son tablier noir sur lequel je prenais appui, je la vois et je ne sais pas qui elle était. Et pourtant, avec ses chantefables, elle me donna plus que du bonheur, plus que le bonheur. Scholastica, confusion de je ne sais quelle présence, fut, somme toute, ma nourrice octogénaire. J'allais et venais seule dans la maison, je tournicotais à vide, de toute façon personne ne m'appelait. Ma tante, assise devant sa petite table de travail, continuait à lire. Elle ne s'occupait pas de moi, elle ne se rendait peut-être même pas compte que j'étais là. Elle lisait toujours. Elle a certainement dû coudre quelques points parce que dans le tiroir, il y avait bien fil, aiguille et dés. Mais je la surprenais assise, un livre à la main, le maintien digne comme si un peintre faisait son portrait. Jamais les coudes sur la petite table, elle ne les posait pas plus sur la table de la salle à manger quand elle bavardait avec l'oncle. Son attitude était toujours élégante, contrôlée et fluide en même temps. Notre chambre à coucher avait un prolongement. Le boudoir, disait ma tante avec un geste méprisant. Boudoir signifiait assurément possibilité de désordre, parce qu'elle y jetait vêtements et chaussures quand elle les ôtait. À l'époque d'un de mes nocturnes plaintifs, je dormais déjà dans cette chambre, dans un lit normal, près du grand lit de ma tante. Entre nous, une table de chevet. Et cette plainte nocturne. « Maman veni, maman veni. Maman va là. Maman va là. » Elle voulait dire « Laisse-moi venir dans ton lit près de toi. » Angoisse, prière, nécessité. Elle n'entendait pas, ou elle faisait comme si elle n'entendait pas. Je vois sa masse dans le noir, à peine éclaircie par une veilleuse. « Maman va là. Maman va là. » La femme qui ne me répondait pas aurait pu être ma grand-mère. Mais elle n'avait aucune tendresse pour les enfants. Perdit-elle le sien d'une manière ou d'une autre, si elle l'eut, ou ne l'eut-elle jamais? Oui, non, restèrent ensevelis dans un silence sans épigraphe. Elle était certainement restée engoncée dans une passion cachée. « Maman veni, maman veni, maman veni. » Quelquefois, sans répondre, elle relevait les couvertures de mon côté.
Je glissais à bas de mon lit, je grimpais sur le sien, je me serrais tout contre elle, qui restait comme toujours sur le côté droit, ne s'était pas retournée pour m'aider à monter. Je me collais complètement contre son dos et puis plus rien. Je dormais. Personne ne m'a raconté l'histoire de ce maman bénie. C'est moi qui ai continué à l'entendre comme si je le disais maintenant. Le jour, je ne disais jamais maman, jamais non plus je ne dis tante. Je parlais avec elle, mais je ne l'appelais d'aucune manière. Dans l'angoissante confusion de la nuit, par ce nom, Mamma, je cherchais tout, salut et protection. Il y avait une autre pièce, aussi grande que la salle à manger, la chambre des mâles, une grande chambre pour l'assemblée des mâles. C'était si bien, si confortable d'en sortir les choses avec tout cet espace et toute cette lumière. Elles n'étaient pas posées sur le carrelage, elles étaient posées sur des supports du même bois et de même couleur. Une fois le couvercle soulevé, il suffisait que ma tante se penche à peine pour y fouiller à son aise. D'ailleurs, si elle prévoyait que l'opération allait être longue, elle s'asseyait sur une chaise basse et elle se mettait à fureter sans forcer ses gestes. J'attendais pour voir ce qu'elle extrayait, comme le chat attend le bout de mou que l'on est en train de couper. Les merveilles qui en sortaient étaient inépuisables. Tous les autres avaient des coffres, non des mâles comme nous, et les autres les gardaient au milieu des autres meubles. Les pauvres y gardaient leur linge de lit et l'appelaient déjà bahut, comme la classe moyenne, alors que les paysans continuaient à dire coffre. Mais pourquoi chez nous? Rien que des mâles et aucun coffre. Que les oncles venaient d'ailleurs, je le savais, mais pas d'où. Qu'il y eut la maison patricienne à Treia sans qu'elle leur appartînt. C'était vrai aussi, comme si le nom de famille était planté là, mais qu'ils vinssent de terres inconnues. Étaient-ils venus de l'extérieur, depuis beaucoup ou peu de temps? Jamais une allusion qui le laissa supposer. Certes, un déménagement est plus facile avec des malles qu'avec des coffres. La malle sans le déménagement, le provisoire. Et il y en avait là, une pleine chambre. Peut-être parce qu'il n'y en avait pas dans la maison, je tombais amoureuse des coffres. Et lorsque je fus une femme mûre, j'en désirais encore un coffre. Mais tantôt manquait l'argent pour l'acheter, tantôt manquait la maison pour l'y mettre, et tantôt manquait l'envie de le vouloir. Les soirs où nous allions à l'église du suffrage, la montée se faisait sans halte. Mais en descendant, pour le retour à la maison, il y avait toujours une halte fixe. En sortant de l'église, on passait devant le petit hôtel particulier de Madame Elvira. Et aussitôt après, avec un brusque retrait pour témoigner qu'elle n'appartenait pas à la placette de la Rotonde, mais que là débutait notre rue, celle des bonhommes, l'arrêt fixe, la halte. Elle s'appelait bonhomie, bonshommes, même si elles étaient toutes femmes. Le seul homme, le beau-fils entré dans la maison, continuait, lui, à s'appeler Grasselli, grassouillet. Directement de l'entrée à la cuisine,
quelques minutes debout, c'était toujours l'heure où elle préparait le dîner. Une cuisine petite, biscornue, sombre, encombrée de femmes. Et les femmes étaient de toutes les dimensions. Dame Tutta, junonienne, épouse de Gracelli. Mince et élégante Cesira. Naine, osseuse, menton proéminent, hargneuse et mauvaise, Pépine. Silencieuse et sombre comme la cuisine, Madame Marietta, la mère des 3 sœurs. Toutes ces femmes croisaient lentement leurs gestes au milieu de panades sur le feu, lait dans les bols, tranches de pain, verre, assiettes. Et même les assiettes ne donnaient pas de clarté. Tout était obscurité et mouvement ralenti. Et vu la manière dont tante se comportait là-dedans, j'avais l'impression qu'une longue habitude régissait cette visite passagère, accueillie à présent sans qu'on lui donne du relief, sans la moindre contrepartie, parfois un monosyllabe, quand vraiment elle ne pouvait faire autrement. Elles écrasaient des biscuits dans le lait, jamais elles ne m'en offrirent un. Je n'en avais véritablement rien à faire, car au sucré, j'ai toujours préféré le salé. Mais si tant de froideur avait été depuis toujours, tante aurait cessé d'entrer dans cette maison. Or, elle s'obstinait à y entrer en me tenant par la main. Elle forçait un consentement, une acceptation. Elle faisait allusion à mon aspect émacié. Elle disait que je ne mangeais rien, que lui conseillait-elle de faire? Personne ne contrôlait en m'effleurant du regard. Personne ne répondait. Dans cette cuisine où tout était sombre, il était très clair qu'elles évitaient exprès de me regarder. En m'ignorant, elles voulaient démontrer quelque chose. Je m'en rendais compte, mais cela ne m'intéressait pas du tout. Il arrivait de temps en temps que tante dise à ses femmes quelque chose qui requérait un geste. Et ne pouvant pas se séparer de son sac qu'elle gardait à sa gauche, alors elle lâchait ma main. Moi, sans aucune intermittence, je saisissais sa robe et je ne l'abandonnais pas jusqu'à ce qu'elle me reprenne, la main. Nous étions quelquefois déjà à la porte de chez nous et j'étais restée accrochée à une robe qui marchait. Tellement peu habituée à l'attention des gens sur moi, que si par convenance forcée, quelqu'un m'adressait son stupide « Come ti chiami? Comment tu t'appelles ?» Je répondais « Non ». Cela signifiait « Je ne veux pas répondre ». Je haïssais les questions des grandes personnes. Et quoique rares, elles parvinrent à cribler de trous toute la toile de mon enfance. Je dépérissais et je ne mangeais pas. L'envie d'être gardée sur les genoux, d'être serrée dans les bras, aidait peut-être ce processus de ma destruction. Personne ne me prenait dans ses bras. J'ignorais l'existence des baisers. Dans le village, personne ne me voyait. C'est vrai. Mais j'eus avec moi le Saint-Esprit. Tous les enfants portaient quelque chose au cou. Un cœur de Jésus, une madone, une tête de chérubin. Tout plein d'anges gardiens qui conduisaient, guidaient, protégeaient. Moi, rien. Mon oncle s'en occupa.
Il n'était pourtant pas un prêtre à petite médaille. Je n'en vis jamais une sur lui. Ce n'était pas un prêtre à image sainte. Il n'y en avait même pas dans son bréviaire. Pour lui, point de Madone, point de crucifix, point d'ange à mon cou, il y fallait le Saint-Esprit. Amour et idée, lumière et chaleur. Sur ma médaille, droit sur sa queue sans appui, ailes ouvertes, triomphait un pigeon rengorgé, comme s'il voulait montrer le plastron de sa chemise. Planant dans un disque de pleine lumière non corrompu, contourné par une myriade de rayons différents sur lesquels courait en arrondi la plus grande invocation qu'une créature humaine puisse adresser au Créateur. Veni Sancte Spiritus. Ma tante, comme si elle ne faisait pas très confiance à ce Saint-Esprit, l'accrocha à mon cou avec une cordelette rouge, couleur nécessaire pour éloigner le mauvais œil. Ce qui pendait de mon cou, ce n'était pas une médaille, mais une pièce de monnaie frappée au cours du conclave qui amena à l'élection du pape Ganganelli, l'ennemi des jésuites. L'oncle, qui avait dans ses mains tous les arts et métiers, et dans sa tête toutes les découvertes et inventions. Il y avait percé un trou parfait, juste au-dessus de la tête du Saint-Esprit. Il s'était servi de quelque chose de dissolvant ou de blanchissant, parce que tout autour, comme une auréole, il y avait un petit halo fondu. Ce n'était pas un prêtre désacralisant, bien au contraire. Tout ce qui passait par son esprit était consacré parce qu'il reliait tout à l'univers et à son principe. Même ce qui passait par ses mains, par son cœur, ressortait consacré. Et sans y donner aucune importance, il accrochait au cou de sa fragile intruse une pièce de monnaie parce qu'il y avait le Saint-Esprit. La monnaie avait disparu, restait le Veni Sancte Spiritus. Il n'aurait pu suspendre à mon cou une plus grande invocation. De moi, ma tante ne racontait qu'une seule chose. Une nuit à Ancône, chez sa cousine Casilde. Casilde avait expédié son mari ailleurs et elle nous avait reçus, nous deux, dans le grand lit matrimonial, moi au milieu entre les deux tantes. Mon Dieu, et si elle mouillait mon lit? Je me réveillais de temps à autre, j'allongeais une main sec. Et le matin, tout était sec. Oh, quel soulagement! Le seul petit chapitre de mon histoire d'enfant transmis par les autres, ne pas avoir mouillé le lit de tante Casilde. Mais à part ce merveilleux épisode du pipi non lâché, mon enfance n'a jamais été racontée, ni directement. Tu disais ça. Ah, tu faisais ça. Tu étais un amour. Ni indirectement. Oh, elle disait ça. Elle faisait ça. C'était un amour. Mon enfance est toute de première main, en prise directe. Un brouillard épais, sans écho, cache tout. Parfois, une trouée de soleil. De ces déchirures vient tout le peu qui survit. Mais ce peu est à moi seul, et même l'absence de temps est à moi. Dans l'abandon, il y avait le repos et l'autonomie de la vue.
Cet abandon sera douloureux une fois grande, mais à cette époque, il creusait sans aucune douleur. Il me faisait peut-être telle que je n'étais pas, mais je ne le sentais pas. J'étais si peu idolâtrée qu'on ne savait même pas quand j'étais née. En avril, le 30, je crois. Ah non, le 12. Allons donc, le 30. J'entendais et je ne savais que choisir. Quand la vérité se révéla, parce que c'était écrit sur un papier, le papier qui bruissait quand on le déplaçait et confirmé par plein de tampons. 10 avril, 10 avril. Pendant que ma tante disait « Oh, ça doit être une erreur ». Moi, j'acceptais. J'acceptais ce chiffre qui était si beau. Si les gens la félicitaient pour l'œuvre miséricordieuse qu'ils avaient accomplie en me prenant chez eux, elle le soulignait en disant « Nous l'avons prise à 16 mois. Elle avait 16 mois quand nous l'avons prise. Tout mon passé était une statuette de 16 mois. » Si peu idolâtrée que tout enfant encore, j'étais donc déjà une pièce archéologique d'époque et d'histoire incertaine. Mais ne pas avoir été adorée me sauva de la balourdise. L'abandon m'habitua à me débrouiller toute seule, et l'imagination époustouflante qui me fait trouver la solution du moindre problème pratique, à condition qu'il ne soit pas économique, a là sa racine. Conséquence directe, ne jamais demander pourquoi. Les pourquoi étaient foules, mais tous muets. Alors je me dépêtrais toute seule. Dans les cas difficiles, j'avais recours au passe-partout, peut-être, qui ouvrait plus d'une solution. Et beaucoup de celles-ci ressemblaient à des chantefables de Scholastica. Toute question est un pourquoi. Mais moi, je ne posais pas de questions. Même quand je semblais avoir de la fièvre et que j'aurais aimé le savoir si oui ou non j'avais de la fièvre. Ma tante posait sa main sur mon front, mais le geste n'était jamais suivi de paroles. Alors je ne demandais pas. Je restais enfermée dans un léger cocon de voile flottant. Une seule fois, je demandai un pourquoi, et ce fut à Eugenia. Mais j'étais déjà plutôt grande. Eugenia était en train de balayer dans la cuisine. Il n'y avait personne là, ni autour de là. Je tourmentais mes mains, je lançais mon « Pourquoi ?» Et les mains s'arrêtèrent pour écouter. Et Eugenia dit « Le livre des pourquoi dans la mer tomba et se perdit. Dès qu'on le retrouvera, demoiselle l'aura. » Mon unique pourquoi fit naufrage dans la honte de l'avoir exprimé. Et la réponse renforça ma tendance à les résoudre toutes seules, s'ils étaient résolubles, sinon à conclure par « Et alors ?» Et alors, rien. Ce livre-là, naufragé qui sait dans quelle mer profonde, ne se retrouverait jamais plus, fermé, muet pour toujours. Tant mieux. En entrant dans la cuisine, juste en face, une porte presque toujours fermée. Près de celle-ci, un comptoir en maçonnerie.
Pas d'ombre, même pas dans ces deux grottes, l'une refuge du charbon, l'autre du charbon de bois. La cendre pour la braise était dans une corbeille à l'intérieur du réduit, près de la porte. On la prenait éteinte avec la pelle à feu sans avoir à monter. La corbeille était faite de gros cordons de paille tressés avec des joncs. Elle pouvait contenir les cendres sans en perdre un brin. Tandis que la corbeille, où tourniquait la pelote de laine, était une dentelle d'osier. Ce comptoir était appelé les fourneaux. 3 fourneaux, chacun la rencontre d'un vide horizontal avec le vertical. Quand ils étaient tout à fait allumés, ils s'enveloppaient tout doucement d'un voile gris-violet. Une petite tournée de pincettes et ils retrouvaient leur ardeur. Et si on était pressé, on les aidait à brûler avec le ventoir, disait Eugenia. Nous disions éventoir. Au début, il y avait, à la fin de la flambée, un bref moment, tout à moi, éternel. Suivre l'anéantissement du papier brûlé. Un instant, il conservait la forme de quand il avait fini de flamber. Un instant peut-être inexistant, parce qu'en brûlant, il se détruisait, même après la flambée, durant cette germination de flamèche, langue de feu, qui çà et là tentait vainement de reprendre. La destruction continuait. Noir édifice en démolition qui s'abaissait et qui s'effritait en allant toujours vers le moins. De masse apparemment noire, elle s'éclaircissait en rapetissant jusqu'à n'être plus qu'un petit tas inconsistant de voiles gris-souris, sur lequel brillaient fugitivement, en petits arcs, en spirale, en tirets et points, un discours de feu, hoquetant, sautillant, écrit en un plus riche alphabet morse, se montrant et fuyant, imprévisible, minuscule jeu de feu qui, apparaissant sur ce qui était en train de devenir rien, disparaissait. Les plus tenaces à ressurgir en sautillant, c'étaient les poings. Et lorsque même ceux-ci ne s'allumaient plus, j'avais devant moi l'image d'une houppe de voile. Entre le pouce et l'index, j'en pinçais un peu. Je ne saisissais jamais rien. Sur les doigts, seule sa couleur, comme après avoir saisi les ailes d'un papillon. Dolores Prat.